Algérie, c'est mon pays. C'est là où je suis né. Je suis né à Vieux-Kouba. Chez nous, on disait Kouba-Véou. Je suis né un dimanche 29 décembre 1935. Paradoxal avec Alger et l'Algérie. Il neigeait ce jour-là. Quelque chose qui m'a ému, qui m'a pénétré profondément et dont je me rappelle intensément, c'est le moment où j'ai levé le pied à Mers el-Kébir. C'était le 28 avril 1962. J'étais officier, j'avais fait l'école de Cherchel, j'avais fait un an à Sidi Bel Abbès. Et puis, le 28 avril 1962, je me suis retrouvé à Mers el-Kébir. J'avais une affectation en deuxième lieu pour les 6 derniers mois, comme instructeur dans un centre d'instruction à Arras. Et donc, à Mers el-Kébir, je montais sur l'El Mansour, qui me ramenait sur Marseille. Mon pied gauche posé sur la première marche de cette passerelle, mon pied droit toujours fixé sur le sol de mon Algérie. J'ai eu un mal fou, instantanément, à décoller ce pied de cette terre. Ma pensée a été unique. Adieu mon pays, fini, et mes tombes. Pour nous, c'était un culte, le culte des morts. Nous allions tous les dimanches à la messe. En sortant de la messe, nous passions au cimetière. Je n'ai jamais su si nous allions au cimetière parce que nous allions à la messe, ou si nous allions à la messe parce que nous allions au cimetière. Ce que je peux dire, en semaine, nos tombes étaient fleuries. J'entends Mémé: Pierre, tu passeras au cimetière, changer l'eau des fleurs. Si tu n'es pas pressé, je te cueille des nouvelles fleurs, tu les changeras. Nos tombes faisaient partie de notre vie, de tous les jours. Et vous avez conscience, ce jour d'avril 62, que vous ne remettrez plus les pieds en Algérie? Je ne l'ai peut-être pas réalisé, mais c'était l'évidence. Il fallait en partir, on abandonnait notre pays, on était fichus dehors quelque part. La vérité est vécue profondément, c'est celle-là. Et je me suis retrouvé ici, en France, dans un pays qui n'est pas le mien, et où j'ai toujours du mal à vivre. Je ne suis pas chez moi. C'est ma France, c'est ma patrie. Toute ma famille s'est battue pour la France en 14, en 39-40. Là, nous étions français et on n'a rien regardé. Quand nous descendions de la messe, bien sûr, c'était le communautarisme, tel qu'on le dit aujourd'hui. On pourrait nous insulter encore dans ce domaine-là. Comme nous venions les plus grandes familles, la plupart de toutes les familles de tous environnements d'Alger, la Rassota jusqu'à la Grande Kabylie, jusqu'à la montagne, au loin, après Blida, ce sont les Mahonnais, les Italiens, les gens de Majorque, d'Ibiza, qui étaient là, qui ont créé ce sol, qui ont purifié ce qui était ce marécage qui était la Mitidja. Et on est parti en laissant un joyau, un jardin, avec une productivité incroyable. Je vous parlerai tout à l'heure de ma famille venue de Minorque, qui sont mes origines, de ma famille venue de France. Mon grand-père était né à Quillan, ici dans l'Aude. Mes grands-parents avaient un domaine à Limoux, et dans les années 1885-90, ruinés par le phylloxéra. En Aveyron, les Aveyronnais sont partis en Argentine. Ils y sont toujours. Nous, entre guillemets, sans préméditer, comme des imbéciles, ils sont partis en Algérie. Ce sont mes racines, les Huyets. Je suis fier de mes racines, de cette famille, mais nous avons été éjectés, fichus dehors de ce pays que nous avons créé. Nous étions français. En descendant de l'église le dimanche, on se réunissait devant le monument aux morts, après avoir discuté autour du porche de l'église, toutes ces familles, comment va la tantine, comment va le grand-père. On était au courant, on était serrés, solidaires.
Et le 8 mai, le 11 novembre, tout le monde se retrouvait devant le monument aux morts. On chantait la Marseillaise avec des frissons. On était heureux d'être français. Des monuments. Ici, quand je vais au monument aux morts le 8 mai, le 11 novembre, où sont-ils les jeunes? Où est-elle leur patrie? Ont-ils une patrie? Je le vis très mal. Je le vis très mal. C'est pour ça que je me demande qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que je suis chez moi? Pas du tout. Je ne le vis pas. Je ne suis pas chez moi ici. Mon pays, c'est toujours l'Algérie. En Algérie, j'ai eu le bonheur d'être ensuite instituteur par le plan de scolarisation créé par Bernard Lacoste en fin 56. J'ai commencé par un petit stage à l'école normale de la Bouzaria, puis d'être instructeur à Cap Ginette, en Grande Kabylie. Je repense à ces enfants, 62 élèves dans ma classe, garçons et filles, très peu de filles. Ces enfants faisaient 6 et 8 kilomètres. Ils étaient des douars autour de l'ancienne école de Letsmir, Cap Ginette, qui avait été transférée à Cap Ginette dans 2 hangars à bateaux, alors que l'école datait des années 30 avec des marches en marbre, les classes carrelées, etc., avec 2 logements pour les instituteurs. Et ces enfants faisaient des douars environnants de cette école au bord de l'Oued-Isère. 6 et 8 kilomètres pour venir. Il pleuvait dehors, il pleuvait dedans. C'était une SAS, section administrative spécialisée, avec le génie de la France, la générosité de la France et de l'armée et des militaires. Il y avait un médecin militaire, il y avait une PFAT, il y avait des secrétaires, il y avait un secrétariat. Les états civils étaient tenus par un capitaine, capitaine Thierry. Et quand je voyais ces pauvres personnes indigentes, ces Kabyles, avec leurs enfants souffrants, etc., comment les soins étaient divulgués. Et c'était à la fois pénible à vivre la vérité de ces pauvres personnes, de ces gens qui avaient une affabilité, une gentillesse innée. Mes élèves me portaient tous les jours de quoi manger, une tomate, 2 tomates, un petit oignon, des œufs. Mon père te donne un mouton. Mais où vais-je le mettre? Il n'y a pas d'herbe. Dis à ton papa de le garder. Je viendrai le chercher. Jamais de la vie. Je ne pouvais aller chercher quelque chose chez des personnes qui étaient encore sous la tente, qu'on appelait des iblis, etc. Mais quelle gentillesse, ces enfants, ils m'ont meurtri. J'ai toujours eu. Et si vous repartez en Algérie, je l'ai écrit dans Internet. C'est pour retrouver mes élèves et nos tombes. Je me rappelle de 2 sœurs qui étaient là dans ma classe. La sœur aînée s'appelait Riyar, elle était brune, les cheveux jusqu'en bas des reins, longs. Brillante, intelligente, instinctive, elle parlait avec facilité. Et sa petite sœur, 5 ans, Fatma, blonde, aux yeux bleus, des enfants, des cœurs à côtoyer, qui m'adoraient, et c'était réciproque. Si un jour je pouvais les retrouver, je vais les serrer dans mes bras. Ce serait un bonheur pour moi, ça. Et on a évoqué le fait que vous n'êtes pas retourné en Algérie depuis 62, mais que si vous retrouvez trace de ces élèves, vous êtes prêt à surmonter... Je vous en confier la mission, cher Samir. Oui. Et également mes anciens élèves de l'école Darwin, parce qu'après Cap Ginette, où j'y suis resté pratiquement 2 ans, j'ai été instructeur à l'école Gambetta, en haut des tournants Rovigo, des petits toits, etc., avec des enfants de la Casbah. Par rapport à mes petits Kabyles de Cap Ginette, des espiègles, des enfants de la rue, alors qu'à Cap Ginette, c'était des enfants bruts de nature. Une pâte malléable comme de la pâte à modeler, c'est pas une expression, non, on comprend ce que c'est. Ils m'adoraient, et là, les petits malins qui couraient les rues, etc., ça a été un changement total, un dépaysement, enfin c'est ça la vie. Et ensuite, la dernière année, en 59-60, j'ai été instituteur à l'école Darwin, où j'ai passé mon CAP d'instituteur. Là, j'avais 35 élèves. Il y avait des Européens, ils étaient 8, et tous les autres, 27, soit kabyles, soit arabes. Je n'ai jamais fait la distinction, mais on faisait la distinction européens ou indigènes, voilà, ou musulmans. Et ils étaient tous de la cité Mayedine, en haut de la rue Julienne, et voilà, l'école Darwin. Et là, pour ces élèves, le premier jour de classe, le mur était blanc. L'autre côté, c'était des fenêtres qui donnaient sur la rue en bas.
Je leur ai dit, asseyez-vous. J'ai écrit mon nom au tableau et de mon billet. Connaissez-vous des métaux de façon instinctive? Oui, monsieur, le fer, viens l'écrire au tableau. Monsieur, le cuir, viens l'écrire au tableau. Il y a une petite marionnette, un petit défilement successif. Au fin du compte, il y a eu 8 ou 10 noms de métaux. Prenez vos cahiers de brouillon. Écrivez sur votre cahier de brouillon tous ces noms-là. Ça y est. Et maintenant, vous allez prendre un petit carton, un petit contreplaqué. Vous allez chercher ces métaux, si vous les trouvez. Vous les agrafez sur votre petit carton et vous mettez le nom dessous. Prenez votre temps. Faites quelque chose de beau, à votre goût et bien soigné. Et vous les porterez un jour, dans 15 jours, dans 3 semaines, peu importe. Prenez le temps de bien le faire. Vous choisirez les plus beaux et on va les installer sur le mur. Et vous serez chez vous. Ils ont été chez eux d'instinct. Voilà le bonheur d'être enseignant, d'être éducateur. Parce que mon privilège dans ma vie, ça a été de recevoir cette formation d'éducateur, celle des frères des écoles chrétiennes, qui est un autre chapitre de ma vie. J'ai été frère des écoles chrétiennes parce que j'ai imaginé cet idéal qui m'a catalysé complètement. Et j'ai voulu être frère des écoles chrétiennes pour être missionnaire en Afrique, en Haute-Volta, où les frères des écoles chrétiennes avaient à Tusiana, Ouagadougou, Bobo Dioulasso et un autre lieu, avaient créé des écoles pour les Africains. Et cet apostolat, qui n'avait pas une démarche de christianisme, d'apôtre d'une religion, c'était l'éducation des enfants. Les frères des écoles chrétiennes étaient un institut de religieux, pas de prêtres. On était religieux. On avait des vœux annuels, trimestriels ou perpétuels. Ensuite, à partir de la 25e année, cet institut avait été créé par Saint Jean-Baptiste de La Salle, qui était né à Reims en 1651, qui est décédé en 1719. Saint Jean-Baptiste de La Salle était chanoine à la cathédrale de Reims. Il était issu d'une famille très fortunée. Sa maman était la famille Chandon. Quand vous achetez le champagne Mouette et Chandon, Chandon, c'est la famille de la maman de Saint Jean-Baptiste de La Salle. Quand j'ai une réception, que j'ai le plaisir d'offrir un repas à mes amis, anciens frères des écoles chrétiennes que j'ai eu le bonheur de rencontrer dans mon parcours, eh bien j'offre toujours le Mouette et Chandon. Voilà, parce que ça fait partie de mes valeurs, de mes traditions, de mes attachements, de ce qui m'a... J'ai eu cette culture d'éducateur. J'ai passé 3 années de petit noviciat en France, à Saint-Maurice-l'Exil, dans la vallée du Rhône, entre Vienne et Valence. Ensuite, 2 ans de noviciat à Bordigara, uniquement d'études religieuses et de formation religieuse par rapport à ce qu'est un religieux, un frère des écoles chrétiennes. Et ensuite, 2 années de Scholastica en Normandie, à Caen, un lieu qui s'appelle Hérouville-Saint-Clair, et où a été construite une copie aux 2/3 de Notre-Dame de Lourdes. Il y a la grotte, il y a la crypte et il y a la chapelle, construite aux 2/3 par une personne éminente qui habitait Rouen, dont l'épouse était gravement malade, elle était condamnée. Ils ont fait le pèlerinage à Lourdes et il avait fait le vœu que si sa femme était guérie, il consacrerait tous ses biens et qu'il construirait quelque chose en reconnaissance à la Vierge. Et le Petit Lourdes, qui s'appelle à Hérouville, le Petit Lourdes, où j'ai vécu 2 ans presque, a été construit par cette personne, parce que son épouse a été guérie à Lourdes. Elle fait partie des premières guérisons de Lourdes. Et j'ai vécu à Hérouville des moments intenses de réflexion sur mon destin, sur ma vie. Et à Noël 55, après 2 ans de noviciat, j'étais monté à Hérouville l'année passée. Je n'avais jamais revu mes parents. Les frères m'ont payé le voyage pour la Noël, aller rejoindre mes parents. Sans doute étaient-ils sensibilisés par les événements
qui se passait en Algérie, puisqu'en Algérie il y avait des frères des écoles chrétiennes. Ils étaient très attentifs aux enfants dont les parents vivaient là. Et quand j'ai vécu ce climat de terrorisme, ce climat de terreur dans lequel vivaient mes parents, je suis retourné bien sûr à Hérouville dans la foulée. J'avais 8 jours à passer avec ma famille. J'y ai fêté mon 21e anniversaire du 29 décembre. Je me suis senti très mal à Hérouville. Je suis quelque peu un lâche. C'est la première fois que je le dis, mais je l'ai vécu. Je me suis senti encore beaucoup plus mal. J'ai quitté les frères. Et j'ai rejoint mes parents. Et je me suis trouvé auprès d'eux. Pour faire quoi? Rien de plus à subir ce schéma-là. Quel était le côté positif pour eux si leur fils était là? Mais encore un peu plus de souffrance. Il est instituteur à Cap-Ginette. Il faisait le trajet 2 fois par semaine pour aller là-bas. Tu vas te faire tuer, Edmond, reste là-bas. Effectivement, j'ai vécu une tentative, une vedette entre l'embranchement de Palestro et Félix-Faure qui fonçait à toute vitesse en direction de Tizi Ouzou. Moi, j'étais avec mon petit Lambretta, je rentrais sur Alger. Bam! Je me suis retourné délicatement parce que sur la route, et j'ai dit ils ont éclaté un pneu, la vedette elle filait encore plus vite et j'avais vu à la lucarne, à l'arrière de la voiture, quelqu'un qui m'a tiré dessus. Je voulais m'arrêter puisqu'il y avait toujours un poste de militaire à l'embranchement de Palestro, Ménerville, Tizi Ouzou. Ils avaient arrêté un camion de pastèques, ils s'empiffraient avec des pastèques. Bon, ben, un bon moment de vie pour eux. J'ai dit, écoute, c'est pas la peine, continue. Le soir, j'étais blême, blanc. Mon papa me dit, qu'est-ce que t'as, Edmond, t'es tout blanc. Bien sûr, je n'ai pas dit à mon papa qu'il ne voulait pas que je fasse ce trajet, ce qui m'était arrivé. Il n'a jamais su? Ah, il ne l'a jamais su, mon papa ne l'a jamais su. Et papa, je suis fatigué, c'est tout. Bon, il a avalé ce que je lui disais. On était en osmose, en confiance absolue, mais il ne l'a jamais su. Ce Lambretta, quelque part, m'a sauvé la vie aussi. En rentrant de Cap-Ginette, samedi soir, je m'arrête au ruisseau, j'avais une idylle. Jacqueline Olives, la cousine Germaine de ma belle-sœur, la femme de Fernand. Je m'arrête, elle était là. Je dis, si vous voulez, demain, dimanche, nous allons danser au groupe laïque, au casino de la Corniche. Nous n'y étions jamais allés. Ah, elle était toute heureuse, oui, d'accord. Bon, alors demain, à 13h30, je passerai vous le prendre. Et je monte à Cuba. Et en partant le dimanche de chez moi, je dis à maman, avec Jacqueline, on va aller danser au casino de la Corniche, on n'y a jamais été. J'arrive avec mon petit engin de place en bas de chez elle. Au balcon était sa sœur et elle-même, bien nippées, toutes belles, de petites âmes. Les belles filles d'Algérie, comme le dit Enrico Macias, hein, qu'elles étaient belles. Elle descend en courant, elle me dit, il y a Huguette qui veut venir avec nous. Je réalise que pour aller du ruisseau là-bas, ben, il faut traverser tout Alger, c'est à l'autre bout. Ben, je veux bien faire 2 voyages, puis 4 au retour, c'est pas un problème. Mais on ne sera jamais ensemble, on va passer le temps, parce qu'à 5 heures, il faut rentrer à la maison. Hein. J'ai proposé d'aller au groupe laïque, au champ de manœuvre, là, chemin Youssouf, voilà. Ah bon, d'accord. Et j'ai fait les 2 voyages, on a pu danser un petit peu, et je les ai ramenés chez elle. Je monte à Cuba, maman. Mon fils, tu es vivant? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Ils ont posé une bombe au casino de la Corniche sur leur reste. Il y a des morts et des blessés. Une bombe à Alger, d'en haut à Cuba, on entendait tout. On allumait Europe numéro 1 et on était tous au courant. Maman savait, je ne le savais pas. Par contre, en sortant des groupes laïques, je voyais au bout les ambulances, les unes derrière les autres, rentrer à l'hôpital de Mustapha. Ça, voilà le vécu. Le vécu. Ça a été tragique pour nos familles. Quel mal avons-nous fait, nous, pieds noirs, nous, Français d'Algérie, à vous, musulmans, à vous, Algériens. Vous étiez Français, pan, il fallait en tuer, c'était comme ça. Je suis très malheureux de cette situation que vous et nous avons dû vivre. Pourquoi ?